pouvez le constater, la météo n'est pas au beau fixe aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes ici, dans un bâtiment du port de Cannes. Sans plus tarder, les titres de ce journal. L'an dernier, le jury du festival s'est engagé pour l'égalité homme-femme. Qu'en est-il aujourd'hui? Hélène Janovec nous en dira plus. Les artistes ne sont pas que sur la croisette. Nicolas Laurent et Christelle Reviaco ont rencontré des peintres locaux au Suquet. Enfin, restez avec nous à la fin de ce journal. Nous aurons le plaisir de recevoir François Catala, cofondateur de l'AFAC, l'Académie franco-anglophone des arts audiovisuels et du cinéma. 6 fonds en compétition, mais aucune récompense. Pedro Almodovar tente à nouveau la Palme d'Or avec un nouveau film, Douleur et gloire. Almodovar met en scène 2 de ses acteurs fétiches, Penélope Cruz et Antonio Banderas. Le film est présenté ce soir à Cannes, l'occasion peut-être de décrocher enfin un prix. L'année dernière, 82 femmes posaient au Palais des Festivals pour la parité dans le cinéma. Le festival s'est depuis engagé pour l'égalité homme-femme. Mais dans les faits, où en sommes-nous? Hélène Janovec nous en dit plus. Pour la 72e édition du Festival de Cannes, Thierry Frémaux a tenu ses engagements, augmenter la proportion de réalisatrices et rendre le comité de sélection paritaire. Le cinéma ouvre de plus en plus grand ses portes aux réalisatrices. Pierre parlait d'Agnès Varda. Agnès Varda, Ida Lupino et Alice Guy, Larissa Shepitko et quelques autres étaient souvent seules dans leur génération. Il y a de plus en plus de réalisatrices. On s'était aussi engagé à rendre le comité de sélection paritaire, ça a été fait. Cette année, ce sont 13 réalisatrices qui font partie de la sélection officielle, dont 4 d'entre elles en compétition pour la Palme d'Or. Un record jamais atteint dans l'histoire du festival. C'est dans la compétition Un certain regard, présidée par la Libanaise Nadine Labaki, que les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes. Si la part des réalisatrices sélectionnées en compétition officielle augmente ces dernières années, elle n'a jamais dépassé les 20%. Depuis la toute première édition, en 1946, seuls 82 films en compétition ont été réalisés par des femmes. En ce qui concerne la présidence du jury, les femmes n'ont jamais été très nombreuses. Parmi elles, il y a eu Ingrid Bergman en 1973, Jeanne Moreau en 1975, Isabelle Huppert en 2009 et très récemment Cate Blanchett en 2018. Atlantique de Mati Diop, Le jeune Ahmed des frères Dardenne ou encore The Whistlers de Corneliu Porumboiu. En tout, ce sont pas moins de 11 films subventionnés par Eurimage qui figurent dans la programmation du festival. Mais qu'est-ce que Eurimage? Hélène Janovec s'est entretenue avec Catherine Trottmann, directrice de la fondation. Madame Trottmann, bonjour. Vous êtes présente chaque année sur le stand d'Eurimage au Festival de Cannes. Pour ceux qui ne connaissent pas, pouvez-vous nous présenter cet organisme? Alors, Eurimage est un fonds financier qui permet de soutenir la coproduction. Donc, on a un réalisateur qui va s'adresser à un producteur de son pays, mais lui-même va s'associer à un ou plusieurs producteurs d'autres pays. La plupart du temps, pour l'instant, ça a fonctionné pendant des années au niveau strictement européen. C'est une initiative qui a été prise il y a 30 ans par le Conseil de l'Europe, avec un traité particulier qui permet aussi à des pays nouveaux, non européens, d'adhérer, comme par exemple le Canada et bientôt l'Argentine. Le Canada qui est une porte d'entrée pour le cinéma européen très importante en Amérique du Nord et l'Argentine qui est le premier marché en Amérique du Sud pour les films européens. En tant que présidente, quel rôle vous jouez au sein d'Eurimage ? Alors c'est un rôle très particulier qui a été défini au départ. Le président n'a pas de droit de vote. Je ne vote pas ni pour la sélection des films, ni pour les décisions du comité. Mais j'ai un rôle d'influence, un rôle d'autorité en quelque sorte. Donc c'est un rôle très important parce que c'est une gouvernance avec multipartenariale. Nous sommes de nombreux membres, donc il faut tenir compte des pays et de leur culture. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans les pays qui sont passés en quelque sorte du bloc de l'Est sous l'égide soviétique après la chute du mur de Berlin vers le Conseil de l'Europe, ces pays n'avaient parfois plus du tout de cinéma national. Et j'ai pu constater que Eurimage les avait aidés à reconstituer
un cinéma, une activité de film à leur échelle nationale. Et ça, c'est l'effet levier que provoque Eurimage. Et Eurimage a été créé parce que les films circulent, parce que les films sont vus, parce que les films sont des miroirs de la société et parce qu'on comprend mieux les sujets du moment, les problématiques, l'histoire aussi des gens et des peuples. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Et puis je vous souhaite un très bon festival. Merci, moi je vous le souhaite aussi. Bon festival. 53 ans après, ils reviennent. En 1986, le célèbre duo d'acteurs Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant se rencontraient dans le film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Aujourd'hui, le réalisateur les réunit à nouveau dans le film Les plus belles années de ma vie. Le film sera présenté demain soir, hors compétition. De vampire à chauve-souris, l'info est tombée aujourd'hui dans le magazine Vanity. L'acteur Robert Pattinson devrait incarner le nouveau Batman. Il succéderait à des acteurs comme Ben Affleck ou Christian Bale. Ce possible choix ne fait pourtant pas l'unanimité. Plusieurs pétitions ont déjà été lancées pour le remplacement de l'acteur. À l'heure actuelle, rien n'est acté. On retourne sur le port. L'entretien des bateaux nécessite parfois quelques réparations. Pour cela, il existe des aires de carénage. Les réparations peuvent générer de la pollution. C'est pourquoi la direction du port de Cannes a décidé de prendre quelques mesures. Loïka Touyondi, Camilla Elfkir et Christelle Reviaco sont allés sur le port. « 7h du matin, le port de Cannes se réveille. Thibaut, patron de Pilotine, rejoint Olivier et notre équipe à bord. Au programme, une matinée intense de travail. Le patron de Pilotine, c'est en gros le chauffeur du pilote. Donc il va l'embarquer sur les bateaux qui arrivent dans un port ou sur un lieu de mouillage. Et il va le débarquer ensuite à la sortie une fois que le bateau a levé son ancre ou quitté son poste d'amarrage. J'aime être en mer, j'aime la mer, le milieu que c'est, et puis les gens qui vivent et y travaillent. Et après, au fur et à mesure des opportunités, j'ai eu la chance en effet de pouvoir commencer à travailler pour les pilotes de port et puis là je me régale. Direction le Sibiu, 523 mètres de long, 5429 passagers et 1413 membres d'équipage. Un monstre des mers qu'il est impossible d'amarrer directement au port. Depuis 19 ans, Olivier s'occupe donc de guider ces immenses navires pour poser l'ancre en toute tranquillité. Les passagers sont ensuite transportés dans des petits bateaux afin de rejoindre la rive. Retour en mer, où Olivier nous parle de son métier. Le métier de pilote donc, consiste à conseiller les commandants donc des navires, de tous les navires, dans la manœuvre à effectuer, donc à la fois soit pour accoster, soit pour prendre un mouillage. C'est un métier de marin avec la chance de travailler dehors, sur mer, au grand air, en particulier lorsqu'il fait très beau comme aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est désagréable, au contraire. Voilà. Et puis bon, après, même quand les conditions sont plus difficiles, ça reste intéressant. C'est quel type de navire qui nous attend? Alors là, on va cliquer dessus. Donc c'est un yacht qui s'appelle Sunrise. Voilà, sa longueur, il fait 86 mètres. Donc c'est un yacht pour lequel le pilote est obligatoire. À partir de 80 mètres, le pilote est obligatoire. Dernière mission de la matinée, l'accueil au quai d'un invité très spécial, le Ponant. Souvenez-vous, le 4 avril 2008, le navire avait été pris d'assaut par des pirates dans le golfe d'Éden en Somalie. C'est ce voilier qui est ce soir aux mains de pirates, le Ponant, 3 mâts de luxe, dévolu aux croisières haut de gamme. Il était 100 passagers, mais avec 30 membres d'équipage, dont une majorité de Français. Mauvais souvenir. Depuis, les arrivées sont beaucoup plus sereines, comme ce matin à Cannes. Après une manœuvre bien maîtrisée sous les ordres d'Olivier, les quelques passagers à bord ont pu tranquillement rejoindre la croisette et le festival.
Depuis 4 ans maintenant, la mairie de Cannes met à disposition un local pour les artistes de la région. Nicolas Laurent et Christelle Riviaco sont partis à la rencontre de peintres cannois dans le quartier historique du Suquet. Loin de l'effervescence de la Croisette et du rythme effréné du festival Le Suquet, c'est le quartier historique de Cannes qui surplombe la ville, ses restaurants typiques, ses panoramiques, mais également des artistes de talent. Depuis 4 ans, la mairie de Cannes met à disposition des ateliers pour 4 artistes de la région. Parmi eux, Grégory Berben, un ancien coach de tennis qui a délaissé les raquettes pour les pinceaux. Alors j'ai commencé il y a 10 ans, ça fera 10 ans cet été au niveau professionnel et je peins depuis, ça remonte, ça va faire 22-23 ans que j'ai commencé mes premiers tableaux sur bois à l'époque. Alors mes inspirations, c'est un peu bizarre, mais j'ai pas d'inspiration par rapport à d'autres artistes. Je me suis toujours éloigné de la création des autres. Par contre, je me nourris de tout ce qui se passe à l'extérieur, dans la rue, dans les journaux, je regarde les actualités. Et il y a beaucoup d'œuvres qui sont issues justement de tout ce que tu peux découvrir en te baladant, que ce soit à pied, en voiture, en regardant tout ce qui se passe dans le monde. Quelques mètres plus loin, on retrouve cette fois-ci Richard Ferry-Pizzani, autre artiste local de la région, qui a vu l'initiative de la mairie de remplacer une ancienne morgue par un lieu consacré aux artistes comme une réelle bénédiction. Le maire a eu une super idée de lancer donc la culture, de relancer la culture à Cannes, qui était un peu éteinte. Et donc ça fait 4 ans qu'il s'y est mis et qui relance dans tous les sens, que ce soit le théâtre, le cinéma, peinture, sculpture. Avec les 2 artistes, réalise depuis une douzaine d'années maintenant les portraits officiels des présidents du jury du Festival de Cannes. Pour cette 72e édition, c'est Alejandro González Iñárritu. Mais actuellement, c'est sur la Russie que se penche celui plus connu sous le pseudonyme Hall. J'ai poussé une étude très précise sur les tatouages de prisonniers russes que je réapplique sur des supports qui sont antiques, comme des sculptures en marbre, ou du tableau, ou de la photo. Donc voilà, je me suis intéressé vraiment au tatouage des prisonniers faits par des prisonniers dans les prisons russes. Plusieurs expositions sont également organisées ici, dans ce qui est devenu une vitrine de l'immense talent des peintres cannois, vitrine dans laquelle Richard, Grégory et Olivier comptent bien continuer à faire vivre leur créativité. Comme vous avez pu le constater, le reportage sur le carénage n'est pas passé, mais ne vous inquiétez pas, il arrive tout de suite. Un sujet de Loïka Touyondi, Camilla Elfkir et Christelle Riviaco. 850 bateaux sortent chaque année de l'aire de carénage du port de Cannes. Avec une capacité maximale de 37 emplacements, une main-d'œuvre qualifiée et des équipements performants, l'activité de carénage bat son plein. Il faut savoir que notre rôle, c'est bien de la manutention, de lever et de caler le bateau en sécurité. Après, chacun est libre de prendre les artisans qu'il veut. C'est l'avantage d'un port public. Ici, on a une saison à Cannes qui est bien chargée, puisque comme je vous ai dit, on commence mi-janvier et jusqu'à fin juin, on est complet. Doté d'un système de traitement et de collecte de déchets, le chantier du port de Cannes s'engage sur le plan environnemental. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bateau qui sort sur un chantier génère énormément de déchets derrière. On va parler de déchets dangereux et non dangereux. Et nous, derrière, bien sûr, on a un espace de stockage. On a des contrats qui sont validés avec des entreprises pour le retraitement de ces déchets qui sont évacués régulièrement en saison. Ensuite, on s'assure, bien entendu, qu'il y ait un suivi sur la destruction de ce déchet, tout simplement. Poncer, nettoyer, restaurer, la main-d'œuvre du carénage s'active sur le port en attendant d'accueillir, en basse saison, le célèbre Yachting Festival. Cette année, certains pays africains se sont réunis sous le même pavillon au village international. Je vous l'annonçais en début de journal, nous avons le plaisir de recevoir François Catala, cofondateur de l'AFAC, l'Académie franco-anglophone des arts audiovisuels et du cinéma. Il répond tout de suite aux questions de Loïka Touyondi. François Catala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'AFAC et vous êtes membre du pavillon Afrique cette année qui se trouve au marché du film pour la première fois. Pensez-vous que le pavillon Afrique aurait déjà dû exister depuis longtemps ? Bonsoir Loïka, merci à l'IEJ de me donner la possibilité
de parler du pavillon Afrique et de la fac. Effectivement, ce pavillon, on peut considérer qu'il a sa place légitime sur le marché du film depuis assez longtemps. Moi, ce que je préférerais souligner, c'est que enfin, ce pavillon existe sur le marché. Enfin, il a sa place et réunit un nombre de pays absolument conséquent. Et c'est plutôt un signe très positif de ce momentum en ce moment qui est en train de naître et de croître autour de la création africaine et du cinéma africain. Et dans les différentes sélections du festival cette année, on a davantage d'œuvres issues du continent. Et sur le marché du film, on a enfin un pavillon, et même deux, qui réunissent des pays d'Afrique. Donc c'est plutôt en soi une très bonne nouvelle dont il faut se féliciter. Alors le pavillon Afrique s'écrit avec un S pluriel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette initiative ? Ce S, il rend justice à la diversité, à la pluralité des expressions artistiques en Afrique. Et donc il est logique, il est bienvenu. En même temps, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans cette diversité, il y a un certain nombre de traits communs dans la nécessité de se former, dans la recherche de financement, dans l'énergie aussi que mettent les cinéastes, les créateurs, les producteurs africains, parce que c'est difficile pour eux dans un environnement qui est moins favorable que l'environnement en Europe, de pouvoir produire leurs films, les réaliser, les écrire et les faire circuler. Donc voilà, il y a une diversité évidente quand on voit toutes les interventions des cinéastes rwandais, éthiopiens, nigérians, ivoiriens, sénégalais. Enfin, il y a vraiment une richesse qui saute aux yeux et qui fait plaisir à voir. Et en même temps, il y a des problématiques communes, y compris la problématique de la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel, qui justifie que tous ces acteurs discutent ensemble, et prennent la parole ensemble et puissent porter ensemble un certain nombre d'idées, de projets communs. Et justement, en parlant de formation, est-ce que vous pouvez nous parler de l'AFAC et de son importance dans le continent africain ? Son importance, elle est encore toute relative parce que la société est toute récente. On a créé cette start-up il y a 18 mois maintenant. Elle a une ambition forte qui est de contribuer à structurer, à professionnaliser les métiers de l'audiovisuel et du cinéma en Afrique, aider à la structuration de ces filières, et en commençant par une région assez vaste qui est l'Afrique subsaharienne francophone et anglophone. Et aujourd'hui, notre métier, grosso modo, c'est de produire des parcours de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel, ancrés essentiellement sur des outils digitaux, et notamment sur mobile. C'est des parcours de formation sur mobile, parce qu'ils permettent, avec une application mobile dédiée, d'aller toucher un certain nombre de jeunes et de professionnels en activité, avec des moyens qu'ils n'ont pas aujourd'hui, sachant que l'offre de formation sur ces métiers-là en Afrique, aujourd'hui, elle est relativement lacunaire, assez chère, et qu'il y a besoin de pouvoir donner les moyens aux jeunes professionnels là-bas de commencer à s'exercer, à travailler et à créer communauté, à se mettre en réseau les uns avec les autres. C'est là notre ambition. Entendu. Monsieur Catala, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de festival. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez le voir ou le revoir, ça se passe sur la page IEJ Strasbourg ou IEJ Londres. Je vous donne donc rendez-vous demain soir 18h30 pour une nouvelle édition. En attendant, passez une très belle soirée.